Bonjour et bienvenue, ravi de vous savoir nombreux à ce nouveau rendez-vous de votre magazine Sika Info Mag. Le 25 avril dernier, toute l'Afrique centrale avait les yeux rivés sur le Burundi. Le CNDD-FDD tenait à Bujumbura son congrès extraordinaire qui devait consacrer le candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle de juin prochain. Le flot artistique qui a longtemps entouré la candidature de Pierre Nkurunziza devait s'estomper, ce qui arriva. Sans grande surprise, Nkurunziza a été investi candidat du CNDD-FDD. La suite, on ne le rappelle plus. On lui dit qu'un crime venait d'être commis. En un laps de temps, les rues de la capitale étaient subitement devenues tout noir de monde, protestant énergiquement contre cette candidature. Par voie de presse, les autorités interdisent tout rassemblement. Mais peine perdue, des confrontations entre policiers et manifestants ont tout fait d'éclater. Des manifestations violemment réprimées par la police avec des arrestations tous azimuts. Dans la foulée, la maison des médias est assaillie. Des journalistes sont privés de leur liberté. Le défenseur des droits de l'homme, Pierre Claver Mbonimpa, est mis aux arrêts avant d'être plus tard relâché sans explication aucune. Des stations de radio sont mises hors service. Au nombre d'elles, la célèbre RPA qu'on ne présente plus. Et depuis, le cycle infernal se poursuit. Les leaders de l'opposition ne démodent pas. À chaque jour, son rassemblement. Pierre Nkurunziza n'entend non plus lâcher du lest. Candidature contestée de Pierre Nkurunziza, la descente aux enfers pour le Burundi, c'est le thème du jour du nouveau numéro de votre émission Sika Info Mag. Mais avant de le passer au fin, le flash d'information. Au Togo, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le président sortant a obtenu 58,75% des suffrages contre près de 34,95% pour Jean-Pierre Fabre, son principal rival. Au Nigeria, l'armée annonce avoir sauvé 200 filles et 93 femmes lors d'une opération militaire visant à reprendre à Boko Haram la forêt de Sambisa. Quant à l'identité des rescapés, un porte-parole a précisé qu'il ne s'agissait pas des lycéennes enlevées à Chibok l'an dernier. En Arabie Saoudite, le prince héritier, chef de la diplomatie saoudienne depuis 40 ans, a été démis de ses fonctions. Selon un décret royal rendu public ce jour, il a été remplacé par l'ambassadeur saoudien à Washington, Adel Al-Jouber. Candidature contestée de Pierre Nkurunziza, la descente aux enfers pour le Burundi, c'est le sujet à débattre ce jour pour le compte de ce numéro de votre magazine Sika Info Mag. Et ce sera juste après ce générique. Depuis l'annonce de la candidature de Pierre Nkurunziza, le mécontentement ne faiblit pas. Des accrochages entre manifestants et policiers sont devenus légion. En seulement 2 jours, rapporte le porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, plus de 5000 réfugiés burundais sont arrivés au Rwanda. Début avril, on compte environ 21 000 Burundais, essentiellement des femmes et enfants réfugiés au Rwanda, selon des chiffres du gouvernement de Kigali. Face à tout ce tableau bien sombre, la communauté internationale appelle au calme et dénonce le non-respect de l'accord d'Arusha qui mettait fin en 2000 à la guerre civile dans le pays. Mais le gouvernement répond être respectueux de la Constitution. Nkurunziza est candidat à juste titre. Alors, candidature contestée de Pierre Nkurunziza, la descente aux enfers pour le Burundi, un homme du secteur de la communication politique et un juriste pour y apporter des éléments de réponse. D'un côté, Belaminus Kakovi, directeur en communication politique des universités belges. Monsieur Belaminus Kakovi, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. Tout le plaisir est mien. Alors, il sera accompagné d'un instant à l'autre de Serge Prince Agboudan, juriste analyste. Mais en attendant, nous démarrons l'émission en compagnie de Belaminus. Belaminus, d'entrée de jeu, j'aimerais partager avec vous cette déclaration. La candidature du président de la République ne viole pas les accords d'Arusha parce que les gens sont allés à Arusha pour le rétablissement de la démocratie au Burundi. Et ce rétablissement de la démocratie a eu lieu en 2010
quand l'actuel président a été élu au suffrage universel direct. Donc, c'était son premier mandat. Et s'il se représente en 2015, ce sera donc son second mandat. Fin de citation. Cette déclaration est du principal conseiller à la communication du président Nkurunziza. Je vais nommer Willy Niamitui. Alors, Bellaminus, quand on s'en tient à cette déclaration, peut-on dire qu'il s'agit là d'une mauvaise interprétation de la loi fondamentale où l'homme est effectivement dans ses droits? Eh bien, avant toute chose, je tenais à apporter une petite clarification. Je ne suis pas là en qualité de directeur de cabinet. Vous avez dit directeur, non, plutôt docteur, vous voulez dire, docteur. Je pense. Voilà, je suis là en tant qu'enseignant-chercheur en communication politique. Et vous me demandez, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation? De toutes les façons, c'est une interprétation. C'est une interprétation de la constitution burundaise. Juste. Oui, à tort ou à travers, ou à raison. On sait très bien que suite aux négociations entre le Fodébu et le CNDD, qui avaient gagné la guerre au Burundi, donc ce qui a débouché, une négociation qui avait débouché sur les accords dits d'Arusha, il était clairement stipulé que un président est élu pour 2 mandats. Et M. Nkurunziza a géré le Burundi depuis 2005. Quand on fait de façon banale l'addition, ça fait 5 plus 5, ça fait 10. Et donc, on estime aujourd'hui qu'il est à la fin de ces 2 mandats successifs. Et donc, il faut qu'il passe la main. Mais on constate tout simplement qu'eux, ils sont dans une conception purement politico-militaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux tout simplement dire par là qu'eux, ils font une analyse, une lecture purement politique de la situation. Ils estiment, quand je mets le pluriel, c'est que je ne parle pas seulement de Pierre Nkurunziza, je parle également de toute la petite caste qui se retrouve autour de lui aujourd'hui. Ils estiment tout simplement que de 2005 à 2010, ça n'était pas un mandat purement régi par cette obligation de faire uniquement 2 mandats successifs. Ils estiment qu'ils étaient en pleine transition. Politiquement, c'est l'analyse qu'eux, ils sont en train de faire, qu'on peut accepter ou ne pas accepter. Mais en face, il y a une conception purement, strictement constitutionnelle de la situation. C'est-à-dire qu'eux, ils lisent la Constitution de façon terre à terre. La Constitution dit vous faites 2 mandats successifs et puis après, vous laissez le pouvoir à un nouveau président élu. Qui a raison, qui n'a pas tort, qui a raison, qui a tort. Je ne pense pas que je puisse disposer de la science infuse pour jeter le tort aux uns et aux autres, mais je pense que M. Nkurunziza est dans un faux combat. Il est dans un faux combat tout simplement parce qu'il vient de faire 10 ans au pouvoir, qu'il choisisse un dauphin dans son camp et que le dauphin aille compétir avec les forces de l'opposition et puis le peuple burundais qui, pour moi, est bien mature, décidera de qui va diriger le pouvoir de 2015 à 2020. Alors, petite casse, dites-vous tout à l'heure, ça dit qu'il y a une minorité qui pousse Pierre Nkurunziza à tenir tête à la grande masse. Écoutez, moi j'ai toujours réfuté cette conception où on dit le président, il est bon, mais c'est son entourage qui serait mauvais. L'entourage, c'est pas moi, Bellarminus Kapovi, qui le lui a choisi. C'est lui-même qui a choisi son entourage. Et si il constate que son entourage le conduit en erreur, la moindre des choses à faire, c'est de prendre les sanctions qu'il faut. Je vais vous dire, au sein donc du CNDD, FDD, la coalition au pouvoir, il y a 130 hauts gradés, hauts cadres, qui ont été limogés. Limogés pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont osé dire à Pierre Nkurunziza qu'il faut qu'il laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et donc, ça montre qu'il n'y a pas que cette caste qui pousse le président sortant en erreur. Il n'y a que lui-même, il a besoin de subir une sorte de campagne de salubrité mentale pour qu'il sache ce qu'il veut pour son peuple. Campagne de salubrité mentale, quand on sait qu'il s'agit quand même d'un pasteur, donc supposé illuminé, avoir pas forcément la science infuse, mais savoir où mettre les choses à leur place, au bon moment, au juste milieu. Comment peut-on expliquer ce que d'aucuns qualifient d'entêtement? Écoutez, vous savez, c'est vrai, vous faites si bien de le dire, Pierre Nkurunziza fait partie de ce qu'on peut aujourd'hui appeler une nouvelle race de dirigeants évangéliques, ceux qui se réclament du mouvement que les Américains appellent les born again, c'est-à-dire les nés de nouveau. Et donc, il estime
il estime, et là on peut trouver une explication à son entêtement, pour vous gloser, il estime tout simplement qu'il tient son pouvoir non pas de la volonté populaire, mais plutôt de Dieu. Et donc son pouvoir serait d'origine apostolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui lui a confié une mission divine à la tête du Burundi. Et donc, les Burundais ne peuvent pas ou n'ont pas la possibilité de lui retirer ce pouvoir puisque c'est Dieu qui le lui a donné. Et donc le parallélisme des formes selon lui voudrait bien qu'un pouvoir que Dieu lui a confié, il n'y a que Dieu pour le lui retirer. Vraiment terrible à entendre. Mais quand on voit que en face, il a des gens résolument décidés, je veux parler de la société civile, des acteurs politiques, des leaders religieux, tous déterminés à le voir partir. Faut-il craindre le pire? Écoutez, est-ce qu'il faut craindre le pire? Oui et non. Oui, déjà parce que pour pouvoir comprendre le contexte burundais, il faut retourner un peu dans l'histoire. Le Burundi, comme le Rwanda, c'est un pays qui a bénéficié d'un héritage explosif de la Belgique. Et voilà un pays composé de 85% de Hutus et de 14% environ de Tutsis. Et la Belgique a utilisé les 14%, donc la minorité, pour pouvoir mater les soulèvements de la majorité. Et donc, ce pays a évolué sur des frustrations de la part de la majorité, donc de l'ethnie majoritaire. Il s'y est installé une sorte d'équilibre ethnique très fragile. Et donc c'est ça qui a justement débouché 10 ans après, c'est-à-dire en 1972, à la première confrontation, au premier affrontement entre ethnies qui avait causé à l'époque entre 300 et 500 000 morts. Et donc aujourd'hui, l'ethnie majoritaire estime que c'est à son tour de prendre le pouvoir. Et c'est ça qui a donné toutes les guerres que nous avions connues. Donc pour comprendre la situation actuelle du Burundi, il faut retourner dans son histoire. C'est un pays qui a connu la guerre. Et donc, est-ce que la guerre pourrait revenir dans ce pays? On ne peut pas dire non si le président Nkurunziza continue de s'entêter. Parce qu'en face, il y a aujourd'hui une sorte de coalition unie de l'opposition. Situation inédite. On n'a jamais connu ça au Burundi. Aujourd'hui, je vais parler de Agathon Rwasa, l'ex-chef historique de la rébellion Hutu, qui rejoint maintenant son ex-adversaire de l'UPRONA pour former une coalition unique contre le pouvoir en place. Je pense qu'il faudrait craindre le pire si le pouvoir ne lâche pas du lest, pour utiliser votre expression dans votre mot introductif. Eh bien, c'est ça la réalité, la triste réalité au Burundi. Le débat se poursuit sur Sika Info Mag. Pour aborder les autres aspects, nous y reviendrons plus amplement. C'est le premier cas de votre émission qui prend ainsi thème. Gardez toujours votre position. Sika Info Mag se poursuit. Nous entamons à présent le deuxième quart de votre émission, une tranche essentiellement consacrée à l'actualité économique. C'est à découvrir en compagnie de Inès Awansou. Donc, j'ai oublié de vous... Ravi de vous retrouver pour ce nouveau tour du monde de l'actualité économique. Tout de suite, le sommaire. Les distributeurs automatiques source de gros bénéfices pour le groupe Ecobank. Il en a tiré 84 millions de dollars en 2014. Les vols directs désormais possibles entre l'Afrique et le Japon avec Ethiopian Airlines. La ligne vient d'être inaugurée à Addis Abeba. Enfin, l'Expo universelle de Milan qui démarre le 1er mai prochain devrait attirer 20 millions de personnes. 84 millions de dollars, ainsi s'élève la commission que le groupe Ecobank a gagnée en 2014 sur les distributeurs automatiques de billets de banque. Il s'agit d'une belle performance pour ce groupe qui, en 2013, avait seulement collecté 41 millions de dollars au terme des 9 premiers mois. Autre performance à l'actif du groupe Ecobank, un bénéfice avant impôt de 434 millions de dollars, en hausse de 13% comparé à celui de 2013 en ce qui concerne les comptes de l'exercice 2014.
Effectuer un vol entre l'Afrique et le Japon avec la compagnie Ethiopian Airlines est désormais chose possible. Il s'agit d'une nouvelle ligne que cette compagnie vient de lancer entre son hub d'Addis Abeba et l'aéroport Narita de Tokyo. Les vols partiront 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 22h15 d'Addis Abeba pour arriver le lendemain à 13h15 à Hong Kong, en repartir à 14h25 et se poser à Narita à 19h30. L'appareil affecté pour ces vols peut accueillir 24 passagers en classe affaires et 246 personnes en classe économique. Avec Génial Afouda, survolons maintenant d'autres faits marquants de l'actualité économique sur le continent africain. Le Mozambique devrait enregistrer une croissance économique de 7,5% en 2015. Cette croissance serait, selon les autorités du pays, le résultat des bonnes performances attendues des secteurs de l'agriculture, de l'électricité, du gaz et du BTP. L'inflation devrait quant à elle se situer autour de 5,1% sur l'ensemble de l'année. Dans un marché local toujours en berne, la filiale d'Italcementi se bat pour rester numéro 2 et permettre au groupe italien de poser ses premiers jalons au sud du Sahara. La filiale marocaine d'Italcementi affiche sans surprise un chiffre d'affaires de 3,44 milliards de dirhams, soit environ 320 millions d'euros. Le groupe enregistre cependant un léger recul de 0,8%, soit 74 millions d'euros au niveau de son résultat net. D'après l'agence Fitch Ratings, la croissance de l'Afrique subsaharienne devrait offrir des conditions favorables pour les banques de la région en 2015, et ce, malgré la baisse des prix des matières premières. Pour l'agence de notation, la demande de financement d'infrastructures et le dynamisme du secteur privé devraient soutenir la croissance du crédit, compenser le faible prix des matières premières et atténuer le risque politique. La baisse des cours de matières premières a eu raison de la superbe croissance que connaît l'Afrique subsaharienne depuis maintenant plus de 10 ans. Selon les perspectives économiques régionales que vient de publier le Fonds monétaire international, l'enrichissement de la zone continuera de ralentir, passant de 5% en 2014 à 4,5% en 2015. L'institution a cependant précisé que tous les pays ne seront pas affectés de la même façon par le recul des coûts de 50% du pétrole, de 44% du fer ou de 25% du coton et du cuivre entre juin 2014 et mars 2015. En Italie, l'Expo universelle de Milan accueillera dès le 1er mai prochain 20 millions de personnes. Une exposition aux enjeux économiques estimés à 10 milliards d'euros. Sur le site, les travaux préparatoires vont bon train. 150 pays et organisations internationales réunis autour d'un thème alléchant, nourrir la planète, énergie pour la vie. Bienvenue à l'Expo universelle de Milan. À quelques jours de l'ouverture, prévue le 1er mai, le site, construit de toutes pièces dans la banlieue de Milan, ressemble encore à un vaste chantier, mais pas de quoi s'inquiéter, selon le patron d'Expo 2015. Parmi les 70 pavillons prévus, je pense qu'ils seront tous finis en temps et en heure. Il en manquera peut-être un ou deux. À l'heure où je vous parle, c'est la course pour faire en sorte qu'à l'ouverture, plus rien ne reste à faire. Retard, mais aussi scandale de corruption, contrats de travail précaires et sponsors discutables comme McDonald's par exemple. L'Expo universelle, adjugée à Milan en 2008, a été entachée par de nombreuses polémiques ces derniers mois. Et malgré les 20 millions de personnes attendues et des retombées économiques estimées à plus de 10 milliards d'euros, certains voient d'un très mauvais œil l'événement.
La contradiction, c'est que depuis le début, il n'y a aucune critique sur les raisons pour lesquelles aujourd'hui une partie de la population n'a pas accès à la nourriture et à l'eau potable. Et même pire encore, ce qui empêche les gens d'avoir accès à la nourriture et à l'eau sont les mêmes multinationales qui sponsorisent ou qui sont partenaires de l'Expo. Prix du billet d'entrée entre 27 et 39 euros. Plusieurs millions ont déjà été vendus. L'Expo universelle fermera ses portes le 31 octobre 2015. Au Mexique, des dizaines de milliers de travailleurs agricoles travaillent jusqu'à 14 heures par jour dans des champs du nord du pays pour gagner seulement quelques euros. Des conditions que ces travailleurs journaliers décrivent comme de l'esclavage moderne et contre lesquelles des milliers d'entre eux se révoltent. 4 heures du matin, Paulino part pour une nouvelle journée de travail. Ça fait plus de 3 décennies qu'il ramasse des tomates dans les champs du nord du Mexique. Et à 72 ans, il n'est pas encore proche de la retraite. Avec les 150 pesos qu'il gagne par jour, environ 7 euros, impossible de mettre de l'argent de côté. Tout est cher, 3 sacs de courses et il n'y a plus d'argent. Si vous buvez une bière, vous ne pouvez plus rien acheter d'autre. Je ne fume pas, je ne bois pas et même comme ça, je ne m'en sors pas bien. Ils sont environ 80 000 dans la région à se courber tous les jours sous le poids des caisses de tomates. Pour recevoir 7 euros, il faut en rapporter 700 kilos. S'ils arrivent à en rassembler 3 tonnes, le salaire peut monter à 15 euros. La plupart de ces travailleurs journaliers n'ont ni contrat ni sécurité sociale. Et même comme ça, ce ne sont pas les plus mal lotis. Les cueilleurs de fraises ne gagnent que 2 euros par jour. Ici, presque personne n'a l'espoir de s'en sortir. Ici, tu travailles jusqu'à la mort. Beaucoup sont venus et sont morts ici. Je pense que ça va m'arriver aussi. Je n'ai même pas assez d'argent pour rentrer chez moi. En mars dernier, des milliers de travailleurs agricoles ont manifesté pour réclamer de meilleures conditions. Ils ont obtenu une augmentation de 15% de leur salaire, encore insuffisant. Après de nouvelles protestations récemment, le gouvernement de la région Baja California a promis d'examiner leurs demandes. Mais les propriétaires d'exploitation ne semblent pas enclins à céder davantage. Ce n'est pas aussi juste que ça devrait être, mais c'est tout ce qu'on peut faire si on veut que l'entreprise se porte bien et ne pas devoir leur dire demain « Tu sais, je n'ai plus besoin de toi parce que je ne peux pas payer ce que tu demandes ». Leur extrême précarité les a obligés à reprendre le travail. Mais pour la première fois, ces travailleurs agricoles ne tiennent plus sous silence ce qu'ils appellent l'esclavage moderne. Retour sur le continent africain, plus précisément au Bénin, où nous allons retrouver mon confrère Casimir Pédior du quotidien L'Économiste. Casimir Pédior, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin. Alors, infrastructure routière dans l'UEMOA, 136,4 milliards de francs CFA pour le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. Telle est la une de votre quotidien. Qu'en est-il exactement? Merci Inès. Il faut dire que l'Union économique et monétaire ouest-africaine a lancé un avis de mobilisation d'environ 136,4 milliards de francs CFA pour 4 pays de ces États membres, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. Oui. Cette mobilisation va concerner la réhabilitation d'un certain nombre de voies reliant ces 4 pays-là. Alors, quels sont les linéaires justement retenus dans le cadre de ce projet? Il faut dire qu'il y a 2 projets qui ont été retenus, à savoir le premier est la réhabilitation de la voie quittant Kupela Fata-Ngouma au niveau du Burkina Faso à la frontière du Niger. Donc c'est le premier projet. Ce projet est d'un montant global de 99,04 milliards de francs CFA et permettra donc la réhabilitation de cette voie-là pour les échanges entre les 2 pays et voire au-delà jusqu'à la hauteur du Mali. Le second projet va partir du Bénin, frontière Bénin, jusqu'à la frontière du Ghana, en passant par le Togo,
pour aussi le même exercice. Et la réalisation de ce projet est d'environ 33,4 milliards de francs CFA. Donc l'UEMOA a lancé la mobilisation des ressources pour la réhabilitation de ces différents projets-là. Alors pourquoi justement le choix de ces linéaires que vous venez d'indiquer? Il faut dire que c'est des nouvelles voies, des voies qui existaient, mais dont la praticabilité aujourd'hui pose beaucoup de problèmes. Et donc, l'Union a décidé de réhabiliter ces voies d'une part. Et d'autre part, il faut dire que c'est des voies qui traversent beaucoup de villages, beaucoup de centres ruraux au niveau des 4 pays. Et ces centres, forcément, sont des pourvoyeurs en termes de production agricole pour les différents pays. Donc, le transport des récoltes vers les centres urbains pose d'énormes problèmes. Et donc, l'Union a fait les études d'impact et a compris qu'aujourd'hui, il faut mettre à la disposition des États des voies communautaires pour pouvoir permettre le transport des céréales d'un pays à un autre, d'une ville à une autre. Et donc, voilà le choix qui a surtout guidé ce choix. Ces tronçons-là. Alors, au-delà de ça, c'est aussi le développement d'un certain nombre d'infrastructures communautaires telles que l'aménagement des voies, la réalisation d'infrastructures routières telles que les feux de signalisation, l'amélioration du cadre de circulation des populations. Vous n'êtes pas sans savoir que le credo même de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est la libre circulation des personnes et des biens au sein des pays membres, des 8 pays membres. Donc voilà, l'Union s'inscrit parfaitement dans cette logique-là et organise cette mobilisation de fonds. Et quels sont les autres programmes intégrateurs de l'Union monétaire et économique ouest-africaine? Outre les voies qui seront réhabilitées, l'Union économique et monétaire pour 2015 a entrepris d'énormes chantiers tels que l'amélioration de l'accès à l'eau potable, l'amélioration de l'accès des populations au réseau informatique, au réseau énergétique. Donc l'Union aujourd'hui est en train de se battre, surtout en ce qui concerne les pays tels que le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et autres, à améliorer l'accès des populations à un certain nombre d'infrastructures de base pour le suivi, pour la bonne performance économique de ces pays-là. Donc voilà les chantiers que l'Union économique est en train de mettre à la disposition des 8 pays membres qui aujourd'hui forcément est en train de montrer ses résultats, surtout au niveau de la Côte d'Ivoire où vous avez quand même un certain nombre de projets qui sont en cours en ce moment pour permettre à ce pays de quand même se hisser au niveau économique et au niveau sous-régional. Et vous avez la garantie que ces projets vont aboutir? Nous en avons vu beaucoup qui ont été lancés à grande pompe, mais qui finalement n'ont rien donné. Oui, surtout au Bénin où les projets ont du mal à être exécutés. Figurez-vous qu'au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ce n'est pas les structures étatiques qui exécutent ces projets-là. Et forcément, les rapports ne sont pas les mêmes. Ici, c'est l'Union et puis les contrôles, les suivis, évaluations et la réalisation des projets reposent sur des bases bien fixées et forcément les États sont tenus de respecter sous menace ou sous sanction de voir ces projets-là ou bien de voir d'autres projets bloqués tout simplement parce que le cahier de charges n'a pas été respecté. Donc, figurez-vous, au niveau de l'Union, on ne s'amuse pas avec les fonds des contribuables qu'on est allé collecter. Donc, ce n'est pas les États comme le Bénin qui vont exécuter ces projets-là. C'est l'Union même qui s'en charge. Merci beaucoup, Kazmi Kwedio, pour toutes ces explications. On aura du plaisir à vous retrouver demain. Bien sûr. Chers amis téléspectateurs, je vous donne également rendez-vous demain pour une autre édition de ce journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir. Retour sur le plateau débat de Sika Info Mag. Notre débat du jour porte sur la situation délétère au Burundi, l'impressionnante machine de répression déployée contre les manifestants de l'opposition, des arrestations de militants des droits de l'homme, la restriction des espaces et des moyens d'expression et de communication à travers notamment la fermeture des réseaux sociaux et de certaines radios comme la RPA. S'agit-il là des prémices d'une insurrection à replonger le Burundi dans le chaos? La suite du débat du jour, ce sera juste après ce flash d'information.
Au Togo, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le président sortant a obtenu 58,75% des suffrages contre près de 34,95% pour Jean-Pierre Fabre, son principal rival. Au Nigeria, l'armée annonce avoir sauvé 200 filles et 93 femmes lors d'une opération militaire visant à reprendre à Boko Haram la forêt de Sambisa. Quant à l'identité des rescapés, un porte-parole a précisé qu'il ne s'agissait pas des lycéennes enlevées à Chibok l'an dernier. En Arabie Saoudite, le prince héritier, chef de la diplomatie saoudienne depuis 40 ans, a été démis de ses fonctions. Selon un décret royal rendu public ce jour, il a été remplacé par l'ambassadeur saoudien à Washington, Adel Al-Jouber. Le débat se poursuit sur Sika Infomag, mais avant le générique. Toujours sur ce plateau, à mes côtés pour relancer le débat du jour, Belaminus Kapovi, docteur en communication politique des universités belges. Nous avons été rejoints par Serge Prince-Boudon, juriste, analyste, que nous allons retrouver dans un instant. Belaminus Kapovi, la clameur monte, mais Nkurunziza, même lâché par certains de ses proches, avance imperturbable. Et pour mieux avancer, des réseaux sociaux sont constamment coupés, des stations de radio relayant constamment les manifestations en cours sont fermées. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que cela présage? Pourquoi avoir opté pour une démarche comme celle-là? Cela montre tout simplement ce que je vous disais dans la première partie de cette émission. Nkurunziza estime qu'il est investi d'une mission divine, que c'est Dieu qui lui a donné directement le pouvoir. Et donc, ça n'appartient pas au peuple burkinabé, en tout cas, je dis burkinabé, au peuple burundais. En tout cas, la volonté populaire de lui arracher un pouvoir que Dieu lui a confié. Et donc, peut-être que c'est juste que mort s'en suive. Et donc, je pense que le vrai du problème se retrouve à ce niveau. Et les accords politiques d'Arusha sont morts depuis le 25 dernier, quand son parti a décidé de le porter, une fois encore, à la candidature suprême. Et ce qui se passe aujourd'hui au Burundi est dramatique. C'est dramatique tout simplement parce que depuis le début des années 90, on peut remonter plus loin, hein, si on veut étudier l'histoire des courants religieux en politique, on peut remonter plus loin, mais le mouvement pentecôtiste, ce dont je parle tout à l'heure, les born again, depuis que ce ventre est entré en politique, on a tendance à avoir des chefs d'État qui se croient à la place de Jésus dans leur pays. Et il y a même des présidents de République qui le proclament, qui disent qu'entre Dieu et leur pays, il y a eux. Donc, en quelque sorte, c'est les petits Jésus. Et donc, ce faisant, ils sont les bienfaiteurs suprêmes. Et donc, ils veulent garder le pouvoir pour eux, rien que pour eux. Et ce qui se joue aujourd'hui est dramatique parce que juste avant de venir dans cette émission, je me suis fait le loisir d'appeler des amis, aussi bien des amis burundais, aussi bien à Bujumbura, qu'en Europe. Et c'est dommage de voir que en face, vous avez parlé d'appareils de répression, il n'y a pas que la police qui réprime. Il y a aussi ce qu'on appelle les Imbonerakure. C'est une milice du pouvoir. C'est constitué de ce qu'ils appellent la Ligue de la jeunesse du parti au pouvoir. Et ces gens ont été entraînés dans le nord-ouest du Burundi. Et certains disent même qu'ils sont armés. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? En plus de faire la chasse à ceux qui aujourd'hui manifestent contre cette volonté de Pierre Nkurunziza, ils se pointent également aux différentes frontières du Burundi pour refuser que les Tutsis, en l'occurrence ceux qui sont les plus matés aujourd'hui, et également tous les autres opposants qui ont envie de fuir du Burundi ne puissent pas le faire. Et ça, c'est dramatique. Et justement, les Nations Unies, par la voix de leur patron des droits de l'homme, l'a dit il y a quelques jours. Je vais parler de Zaïd, qui a dit il n'y a pas longtemps que cette façon de concevoir la politique n'était pas admissible. Cette façon de concevoir la politique n'était pas admissible, mais vraisemblablement, Nkurunziza ne manque pas de soutien.
D'ailleurs, ceux qui fuient le pays disent avoir été intimidés et menacés en raison de leur appartenance à l'opposition. Alors, voyez-vous le pays basculer à nouveau dans la guerre civile? Nous sommes presque à la porte. Nous sommes presque à la porte parce que les informations qu'on reçoit, il y a déjà des déplacés, il y a déjà des milliers de personnes qui quittent la zone. Ça voudrait dire que tout le système qui est mis en place est déjà un système de frustration et de guerre. Et donc, nous sommes à la porte. Et c'est bien dommage parce que c'est le Grand Lac, c'est la région qui a été une région très instable, qui, après des accords, a pu, disons, se stabiliser un peu. Et on est parti, rien que par l'intérêt d'une personne, et on met tout le système en difficulté et nous en sommes là. C'est plus que sûr que ça ira pas une crise dès lors que nous avons, comme l'a dit l'ami de tout à l'heure, il y a déjà des milices qui agissent en dehors du système structurel qui est déjà prévu, qui est déjà répressif, parce que la presse, il n'y en a pas, on ferme les radios comme on veut, les opposants les met en prison comme on veut. Et donc, en plus de tout cela, vous avez un système qui déjà, je dirais, de manière simple, qui broie, et qu'en même temps, nous avons encore des milices de l'autre côté, de manière informelle, mais nous sommes presque à la crise, et nous sommes à la porte, et c'est bien dommage. Un pasteur, mais ça dit aussi une vie communautaire, et ça dit aussi une organisation, mais ne voyez-vous pas, tout au moins, le pasteur, hein, quand on oublie la casquette du président, quand même écouter la voix des siens. Mais si le pasteur écoutait la voix des siens, on n'en serait pas là. Puisque ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il n'écoute pas, il écoute, il s'écoute. Il s'écoute dans son programme, dans son plan. Et souvent, dans ces pays, dans la plupart de ces pays où vous avez de ces situations, on s'accroche à Dieu. On s'accroche à Dieu parce que c'est une source de pouvoir penser qu'on est en dehors de tout le monde et qu'on est au-dessus de tout le monde. Et chaque fois que des partis ou des politiques prennent le pouvoir religieux pour en faire un axe d'action sur le terrain, c'est toujours, la plupart du temps, c'est une dérive parce qu'ils sortent complètement du monde dans lequel ils sont et ils pensent que c'est après Dieu ou même Dieu, c'est eux. Et donc, ça va dans la dérive. Et si vous imaginez le départ, il n'était pas comme ça. Donc, la dérive est venue parce qu'à un moment donné, il se croit plus puissant que tout le monde. Et donc, il pense qu'il peut faire tout ce qu'il peut. Eh bien, la ministre, vous voulez dire? Non, mais en fait, ce qu'il dit est totalement juste. Que je voudrais juste ajouter à son développement que Nkurunziza n'est pas un saint. Et n'oubliez pas, c'est un chef de guerre. C'est un chef de guerre. Chef de guerre un jour, chef de guerre pour toujours. Finalement. Ben oui, écoutez, ça pour moi c'est un vieux fantasme hein, de certains dirigeants africains qui, après avoir broyé des citoyens, disent qu'ils ont rencontré Dieu. Ben, si c'est eux seuls qui ont le privilège ou l'exclusivité de rencontrer Dieu, moi personnellement, j'ai pas envie de rencontrer ce Dieu-là. Ce Dieu qui leur permet de tuer leurs compatriotes et de pouvoir dormir en paix le soir, de se réveiller, de se mirer le lendemain matin. Ce Dieu, je pense que je ne suis pas partisan de ce Dieu. Dieu ne lui a pas dit de créer les Imbonerakure, de tuer des gens. Vous avez demandé, est-ce qu'aujourd'hui, il y a le risque d'aller en guerre? Moi, je pense que je dois même saluer les opposants aujourd'hui, les membres de la société civile. Si, entre-temps, ils décidaient aussi d'opposer la violence à la violence, le pays va exploser à nouveau. Et eux, ils manifestent pacifiquement. Et comme je vous le disais, j'ai appelé d'ailleurs une de vos consoeurs, Pamela Kazekari, pour ne pas la nommer, ce matin avant de venir dans cette émission. Et ce qu'elle constate sur le terrain, vraiment ça fait mal. Ça fait mal de voir que, je vais vous donner un exemple banal, les policiers ont blessé grièvement un jeune manifestant. Et qu'est-ce qu'ils font? Après avoir blessé le jeune homme, ils proposent de l'amener à l'hôpital. Il y a quand même un problème, peut-être pour l'achever en chemin. Et donc, les jeunes ont dit non, nous allons cotiser de l'argent. Ils ont cotisé 10 000 francs burundais pour pouvoir amener le jeune à l'hôpital. C'est pour dire que si jamais le pouvoir dépasse un certain Rubicon et qu'en face, on lui oppose aussi de la violence, ça va dégénérer. Donc, une fois encore, c'est à l'opposition de trouver le juste milieu pour éviter que le Rubicon ne soit franchi. Vous pensez qu'on y arrivera? Parce que, en tout cas, Pierre Nkurunziza ne veut pas lâcher du lest. Il évolue et va là où il veut aller.
Bon, je crois que la solution est là, hein, tout trouvé. Nous avons déjà des... mais ça se termine par une violence ou ça se termine par une sortie de crise où on le met quelque part. C'est toujours comme ça. Mais donc vous souvent, voyez certaines candidats se mordre finalement les doigts comme on n'espérait pas au Burkina. Hein. On n'espérait pas. Donc il y a toujours un déclic qui vient du peuple, d'une souveraineté manifeste et qui règle le problème. Et il va se sentir... Parce que lorsque vous observez le comportement de ces présidents, ils pensent qu'ils ont toute la machine. Mais à un moment donné, ceux qui agissent, ils commencent à être touchés par un certain nombre d'événements et ils ne répondent plus à la réalité. Et par conséquent, la masse qui est déjà là et qui cherche à avoir raison gardée, essaye d'envahir. Et puis, ça se passe très rapidement. Ça, moi, je me dis, ou bien nous allons à la crise, ou bien il s'en sort tout malheureux comme certains l'ont fait. Mais la tristesse, c'est qu'après tout ça, il y a toujours cette volonté de faire la paix, il y a toujours cette volonté de négocier la paix, etc., qui conforte ces comportements-là. Qui conforte ces comportements, il faut les dénoncer, il faut tout faire pour que lorsque on tue ces compatriotes de cette manière-là, qu'on y réponde sans pitié. Parce que si on ne donne pas ces exemples-là, eh les gens vont toujours continuer et ils pensent qu'à un moment donné, il y a les partenaires techniques financiers, il y a les organisations internationales qui commencent à jouer un peu l'apaisement, la paix, etc. Et puis ils se gomment dans une situation où ce n'est pas normal. Et parlant justement de la communauté internationale, elle qui n'est pratiquement pas crainte, hein, quel rôle peut-elle aujourd'hui jouer pour éviter le bourbier au Burundi? Ils ont beaucoup d'actions. Ils ont beaucoup d'actions puisque ces pays aussi dépendent plus ou moins financièrement de ces États-là, des appuis de ces États-là. À un moment donné, déjà, les Nations Unies, à mon avis, se sentent complètement dépassés par les événements. Ils n'arrivent même plus à coordonner les actions puisque leurs représentants, quelquefois, sont pris à partie dans des fiches même qu'ils font par rapport à ce pays-là. Donc, c'est clair qu'eux aussi, ils ont des stratégies pour pouvoir voir dans quelle mesure il faut régler. Nous avons vu à un moment donné en Afrique précisément des chefs d'État qui ont été pris, on les a accueillis comme ce que j'appelle une mangue pour les mettre ailleurs. Donc il y a cette stratégie-là. Pour l'instant, ils pensent avoir la main, mais ça peut changer. Ce qui me fait peur, c'est que avant que ça ne change, peut-être qu'il y aurait déjà eu beaucoup de casse, beaucoup de difficultés. Vous voyez comment ils sont accueillis par la communauté internationale, telle une mangue? Déjà, qu'est-ce que vous appelez communauté internationale? On va partir donc dans un long développement qui n'est pas le sujet du jour. Je pense que nous avons une communauté internationale à géométrie variable. Qui sont ceux... de ses intérêts, exactement, il ne faut pas avoir peur des mots. Et qui compose cette communauté internationale? Il y a certains États qui aujourd'hui ont des accords sécuritaires avec le Burundi qui se retrouvent dans cette communauté internationale. Et donc ces États arment le pouvoir burundais. Et vous voulez qu'au sein de cette communauté internationale-là, ces États viennent interdire quoi que ce soit au Burundi? C'est un leurre, c'est une farce. Et c'est vrai que les États-Unis ont déjà menacé le pouvoir burundais, notamment Pierre Nkurunziza et certains de ses proches, de gel de leurs avoirs ou d'interdiction de voyage. La chanson habituelle. La chanson habituelle. Les Nations Unies également. L'UE également. J'attends toujours l'Union africaine, toujours mi-figue, mi-raisin. Et c'est là le problème. Moi, je suis physiologiquement ulcéré de toujours attendre en Afrique, enfin de toujours entendre dire en Afrique que oui, la communauté internationale, mais qu'est-ce que vous faites vous-même? Qu'est-ce que vous faites vous-même? On ne peut pas laver un enfant qui refuse de se frotter le corps, comme on le dit en pays bamileke. Si vous ne décidez pas de vous prendre en charge, les autres viendront toujours dicter leurs lois à votre place. Et après, qu'est-ce qu'on va constater? On va continuer à accuser l'Europe, les États-Unis, dans les médias, voilà, jeter du fiel sur ces pays-là, mais pendant ce temps, vous-même, vous avez été capable de faire quoi? Nenni. Donc, au nom des intérêts égoïstes, la population peut une fois encore être purement et simplement sacrifiée. Ce n'est pas la première fois. On a connu dans beaucoup d'États, on a connu dans beaucoup de pays. Le système est fait de cette manière. C'est pour ça qu'il faut une prise de conscience au niveau interne. Il faut une prise de conscience au niveau de la population. Ce qu'il faut aussi observer, c'est que la population, avant de se rendre compte des dérives,
qui contribuent. Il n'y a pas des systèmes de prévention, de veille vraiment qui attirent l'attention au départ. Donc ces présidents se confortent dans le comportement avec la population avant de dériver. Donc il faut que nous ayons un outil pour pouvoir attirer l'attention, parce que je suis sûr qu'au départ de ce processus, s'il avait eu les éléments qu'il faut, il aurait dû arrêter au départ, tout de suite. Mais maintenant qu'il est complètement empêtré dans le système, il est difficile de lui parler. Il ne comprend plus rien que ce qu'il veut faire, puisqu'il pense qu'il a la machine pour le faire. Je crois que c'est une question. La communauté internationale a toujours joué en tenant compte de ses intérêts. Ça, c'est clair. Et en Afrique, on a eu beaucoup d'exemples dans ce sens-là. Un bémol, par contre, c'est que il faut quand même louer la jeunesse, enfin une certaine jeunesse burundaise aujourd'hui, parce que ça fait 12 mois, moi je suis un peu particulier. Le cas du Burundi, un pays qui m'est un peu cher, et ça fait quand même 12 mois environ qu'une certaine jeunesse se mobilise pour ne pas en arriver là. Et malheureusement, vous l'avez si bien dit, depuis quelques heures, on a coupé même Viber, on a coupé WhatsApp, comme le disait votre consoeur Diane Ngako, et c'est déplorable. Pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait tout simplement parce que cette jeunesse-là qui se mobilise aujourd'hui a le soutien des Burundais de la diaspora. Aujourd'hui même, à l'heure où nous parlons à Bruxelles, où je vis, il y a une grande mobilisation, une marche qui commence à Schuman qui va passer par devant la Commission européenne pour déboucher à l'ambassade du Burundi. En Suède, le 6 mai, il y aura également un mouvement. Le 1er mai, en Hollande, il y aura un mouvement. En plus de ces mouvements-là, il y a une collecte de fonds. Une collecte de fonds pour aider les jeunes qui sont au front, pour leur apporter du soutien, parce que ces jeunes qui marchent aujourd'hui, qui manifestent, ne vont pas travailler, et donc ils n'ont plus de source de revenus. Et donc cette communauté de Burundais de la diaspora apporte du soutien aussi bien matériel que financier. Et ça se fait exclusivement par ces réseaux-là, ces réseaux sociaux. Et c'est pour ça, depuis quelque temps, ils viennent de créer une plateforme, youkarin.org, pour pouvoir véhiculer l'information nécessaire. Et je crains que d'ici quelques heures, ils vont aussi bloquer cet accès-là. Eh bien, la jeunesse comme bouée de sauvetage, c'est encore possible au Burundi. Tout est bien qui finit bien. Nous sommes pratiquement à la fin de votre débat de ce jour. Mais avant de prendre congé de vous, je vous invite à suivre cette bande-annonce. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Au vrai sens du terme, on ne comprend pas. On ne comprend pas. S'il vous plaît, l'exemple, vous me direz que c'est très loin. Beaucoup de barons du PDCI sont bien ancrés dans le système dirigé aujourd'hui par Alassane Ouattara. Puisque au début, il avait annoncé qu'il ne voulait pas de Didier Drogba. Finalement, il est retourné à Londres demander à Didier Drogba de rallier les éléphants. Et ce sont des choses que vous recommandez aux téléspectateurs. Tout à fait. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Notre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Serge Prince Aboudan, analyste, juriste, Belamunus Kapovici, chargé de communication, ou docteur en communication plus précisément. Merci à vous d'avoir répondu présent à cette invitation. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce numéro de Sika Infomag. Mais avant cette pensée de Comte de Paris à méditer, la mission essentielle du pouvoir est de rendre les hommes heureux. Je complète. Le contraire n'est que pure hérésie. Votre émission, retrouvez-la en nouvelle diffusion sur votre chaîne Sika TV, mais également sur notre page Facebook Sika Infomag. À très bientôt et merci pour la confiance renouvelée. Bon, merci à vous.